Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de deuxième phase de la visite de ce petit cinéma. Petit cinéma, oui, parce que c'était un cinéma de 900 places. Mais ceci dit, vu qu'on faisait aussi de la restauration, vaut mieux 900 places que 1500. Parce que 1500 places en restauration, c'est quasiment impossible. Et donc, eh bien, voilà comment ça se présentait. Ça, c'est une des... Je crois que c'est la deuxième plus grande capa. Donc là, vous aviez l'écran avec les speakers, et voilà comment ça se présentait au niveau des sièges. Donc vous aviez, c'était des sièges, ce qu'on appelle les sièges strapontins en France, et vous aviez donc les petites tables ici, voilà, sur lesquelles les gens pouvaient manger, pouvaient appeler le serveur ici, et ils avaient le menu évidemment en barcode. Donc voilà comment la salle se présentait. Et la visite continue. Voilà, donc c'était Cinébar, Cinébar Eat, Drink, Watch, Movie, Cinébar ciné pour cinéma, bar pour bar et pour restaurant. Oui. Et vous aviez, alors là vous voyez, il y a la machine à popcorn qui va être transférée certainement dans un autre cinéma. Et voilà ce qui reste de la cuisine. Donc, vous voyez, c'était une grande cuisine. Vous aviez deux batteries de chaque côté, vous aviez une expo, ce qu'on appelle une expo, c'est là où vous déposez tous les plats. Et voilà, il n'y a plus rien, hein. Ils sont venus il y a 2 jours, une société qui est venue embarquer tout le matériel pour éventuellement le restaurer, le réparer, le nettoyer et évidemment le revendre. Et nous revenons ici dans la projection, vous voyez, voilà, tout ça, ça part à la poubelle. Et maintenant, c'est bien vide. Je me laisse à moi-même la suite de la vidéo. Et j'aurais peut-être envie de mettre la chanson célèbre de Eddie Mitchell, La dernière séance. Sauf que le problème, c'est qu'avec YouTube maintenant, les copyrights, vous faites striker rapidement. Donc, Ray, ici Cinébar, à vous les studios. Merci Ray pour cette petite visite du dernier jour de travail étant un pléonasme, dans ce cinéma. Me voilà donc désormais officiellement au chômage. Mais ne vous inquiétez pas, ici aux États-Unis, on a l'avantage, dans certains secteurs, de pouvoir retrouver assez facilement du travail. Et en plus de ça, étant donné que j'ai bossé plus de 6 mois dans cette entreprise, ça me donne le droit au chômage. Et oui, en tant qu'émigré aux États-Unis, j'ai le droit au chômage puisque j'ai cotisé. C'est exactement le même principe qu'en France. Comme vous l'avez vu, nous avons eu le droit à un G20. Ce G20, on peut dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose d'important, si ce n'est quand même certains discours, certains signes avant-coureurs qui tentent à démontrer que dans les mois à venir, les choses vont certainement s'accélérer. Et preuve en est, c'est qu'au G20, il y a eu une intervention. Et une intervention et non des moindres. Puisqu'il y a eu l'intervention, alors non pas de Zelensky, mais, même si je crois que Zelensky est intervenu, mais de notre ami M. Klaus Schwab. Le fameux Klaus Schwab du fameux Forum économique de Davos. Et force est de constater que dans son discours, si on sait lire entre les lignes, attendez-vous à ce que d'ici l'année prochaine, on voit s'accélérer certaines choses dont nous avons déjà parlé dans certaines de mes vidéos, des projets, des ambitions, des envies. Et une de ces envies, c'est l'accélération très claire, très nette, de la monnaie digitale, de l'euro numérique, du dollar numérique. Force est de constater que lorsque on vous disait que cette monnaie numérique, ce n'est pas simplement quelque chose de ludique, quelque chose qui va être présenté évidemment à l'opinion comme quelque chose de hyper facile, de pratique, de sécurisé, ça va être aussi un outil qui va permettre de contrôler les populations,
de contrôler l'individu. Rappelez-vous, je vous ai expliqué, on est en train d'essayer en France, vous l'avez vu, sur LCI, TF1, France Télévisions, BFM, de vous préparer psychologiquement au fameux pass carbone. Alors on est en train ensemble de reparler du pass sanitaire, mais ne vous inquiétez pas, le pass carbone commence véritablement à se glisser dans l'inconscient collectif. Souvenez-vous avec la pandémie, on a connu exactement la même chose. On a commencé à voir les médias, commencé à vous expliquer l'intérêt, le bénéfice de éventuellement mettre en place le pass vaccinal pour finalement vous l'imposer, le mettre en place. Quelles que soient les complications, quelles que soient les contradictions constitutionnelles que cet outil a aussi engendré. Eh bien, attendez-vous à ce que le pass carbone finisse par être bien mettre en place. Qu'est-ce que ça va inclure? Eh bien, ça va inclure tout simplement le fait que vos modèles de consommation, vos déplacements, seront quantifiés pour ensuite déterminer votre consommation de quota carbone. Je vous l'avais expliqué. C'est-à-dire que dans des années à venir, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de Klaus Schwab, je retanne encore cette phrase qui vous dit « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux », eh bien vous n'aurez plus la possibilité de posséder une voiture, donc vous serez obligé de louer votre voiture, alors qui plus est, avec les technologies, peut-être une voiture électrique. Mais le problème, c'est que si vous avez trop consommé, si par votre modèle de consommation, par vos achats, par vos habitudes, par vos mœurs, vous avez consommé trop de quotas carbone, eh bien le jour où vous allez prendre votre voiture électrique pour aller sur Paris, pour aller voyager, etc., eh bien votre voiture électrique, elle va tout simplement s'arrêter et on va tout simplement vous indiquer que vous ne pouvez pas utiliser votre voiture électrique parce que vous avez consommé trop de quotas carbone. Mais vous allez dire, attendez, la voiture électrique, je ne fais pas d'émissions de carbone. Si, parce que votre voiture électrique, elle a émis du carbone. Sa fabrication a émis du carbone. Et vous comprenez bien que cette émission de carbone pour la fabrication d'une voiture électrique, on ne va pas l'envoyer comme ça dans la nature. On va la faire payer. On va l'inclure en termes de dette. Quand vous allez utiliser une voiture électrique, on vous appliquera la dette carbone du véhicule. Logique. Et évidemment, à terme, on vous présentera les choses de façon ludique, on vous présentera les choses comme sécurisées, pragmatiques, et vous aurez évidemment des Français qui vont militer pour ces outils. Vous allez avoir des Français qui vont même peut-être vous accuser, si vous n'avez pas votre passe carbone, mais c'est-à-dire que vous êtes contre l'écologie, vous êtes un pollueur. Exactement les mêmes que nous avons vus pendant cette pandémie. Souvenez-vous ce scandale dans ce restaurant où des personnes âgées en terrasse ont vu les clients pénétrer le restaurant et se sont aperçus que le tenancier du restaurant n'a pas vérifié leur passe. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les vieux? Eh bien ils ont appelé la police pour contrôler. Les délateurs, les collaborationnistes. Alors, bien évidemment, je ne vais pas faire de point Godwin avec la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est pas une spécificité française. Dans toutes les sociétés occidentales, dans toutes ces sociétés modernes, civilisées, industrialisées, consommatrices, sociétés de consommation, nous avons fabriqué des individus qui sont prêts à vendre père et mère, fils et filles, pour préserver leur petit confort, pour préserver leur petite sécurité, quitte à dénoncer le voisin, quitte à dénoncer des membres de leur famille. Eh bien ces gens-là, attention, ils existent. Ils ont toujours existé, pas seulement en France, dans quasiment tous les pays occidentaux. C'est pour ça que j'insiste bien sur la société de consommation. La société de consommation a fabriqué ces gens que nous avons vus pendant la pandémie.
qui se sont très platement mis à genoux devant les restrictions sanitaires, qui ont, comme je vous l'ai dit, même été jusqu'à dénoncer. Même encore aujourd'hui, même aux États-Unis, nous avons des fanatiques qui pètent un plomb parce qu'un client ne porte pas le masque. Eh ouais. Mais plus globalement, nous le savons, l'histoire nous l'apprend, que toutes les périodes difficiles, tant sur le plan économique, social, politique, géopolitique, territorial, relations ethniques, tribales, communautaires, quand la situation économique devient désastreuse, que ce soit par des phénomènes naturels, que ce soit des pandémies, que ce soit des guerres, eh bien à un moment donné, ça fait pas seulement ressortir parfois chez certaines personnes des aspects humains, des aspects solidaires, ça fait aussi ressortir les mauvais côtés de l'être humain. Et fatalement, ceux qui pensent, peut-être à raison, qu'il faudrait faire une révolution en France pour dégager ce système, pour reprendre la souveraineté. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez reprendre la souveraineté de la France, vous ne pourrez jamais le faire par le biais des institutions, parce qu'elles sont verrouillées. Verrouillées au point que si jamais même vous commencez à avoir une certaine notoriété, une certaine popularité, à vouloir inciter les politiciens, à vouloir inciter le système, la République, à aller dans ce sens, eh bien il y a de fortes chances que ces personnes-là, à un moment donné, tout d'un coup, elles soient interpellées, arrêtées, emprisonnées, voire peut-être même mis dans un asile psychiatrique, parce que estimées étant déséquilibrées. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en Grande-Bretagne, il y a un homme qui a bravé des règles, qui a bravé des lois pour mettre en évidence des vérités, des scandales. Cet homme, c'est Julian Assange. Et aujourd'hui, Julian Assange, il pourrit dans une prison britannique en attendant de savoir si la Grande-Bretagne va le sacrifier en le remettant aux États-Unis. En réalité, on a plutôt tendance à croire que pour éviter de se retrouver en face d'une complication morale, peut-être que la Grande-Bretagne aujourd'hui est en train de faire en sorte de le laisser croupir, de le laisser mourir dans ses propres geôles. Ainsi, si Assange meurt dans une prison britannique, au moins l'honneur de la Grande-Bretagne est sauf puisqu'elle n'aura jamais rendu Julian Assange aux autorités américaines. Parce que même si c'était le cas, ce serait signer son arrêt de mort, parce qu'il prendrait quasiment perpétuité pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait. Si jamais vous voulez véritablement vous intéresser à la chose, je vous mettrai en description le lien des archives complètes de Wikipédia, de Wikileaks. Et vous verrez, évidemment ça prend du temps. Ça prend du temps, il y a beaucoup de documents en anglais, mais je peux vous garantir qu'il y a parfois certaines pépites qui sont des preuves évidentes par rapport à ce que l'on peut entendre sur certaines personnes. Je pense particulièrement aux Clinton, par exemple, les fameux mails d'Hillary Clinton. Et oui, ils sont dans ces archives. Je parle des exactions de l'armée américaine pendant la guerre en Irak, l'Afghanistan. Je parle de certaines affaires, de collusion, de corruption, d'alliance, d'entente avec certaines autorités. Il y a aussi quelques documents sur des dirigeants français. Vous verrez, c'est très croustillant. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est qu'il faut prendre le temps d'explorer l'ensemble de ces archives qui sont conséquentes. Et donc, accélération. Accélération du mouvement, dans quel but? Comme je vous l'ai déjà dit, votre asservissement, votre soumission. Et cette soumission, évidemment, ils ne pourront pas l'atteindre uniquement qu'en faisant des lois. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, de plus en plus de gens, de plus en plus de Français en particulier, finiront par se réveiller, finiront par comprendre
Même déjà, des Français commencent à savoir lire entre les lignes. Et ce ne sont pas les médias qui vont résoudre le problème ou qui vont réussir à contenir. Je prends l'exemple de ce journaliste qui récemment sur France Info a fait un debunk de cette affaire Hanouna. Et pour étayer son propos, il a pris l'exemple que Hanouna invitait parfois des gens peu recommandables. Et il a commencé à faire sa charge sur le professeur Péronne. Alors évidemment, je ne peux pas vous mettre l'extrait parce que, comme vous le savez, que ce soit Facebook et YouTube, ils ont renforcé leurs algorithmes de telle manière à ce qu'il est très difficile maintenant de pouvoir mettre des extraits sans se faire striker pour un problème de copyright. Mais en gros, il commence son petit debunk en parlant de Péronne. Péronne qui a été invité chez Hanouna. Et Péronne, on connaît. On sait, c'est ce professeur un peu fou, un peu taré, anti-vax, etc. Et il dit qu'il a été viré de son poste, viré de ses fonctions, etc. Mais il a complètement omis que son passage devant l'ordre des médecins, il a été lavé de tout soupçon. Pire, le comité du Conseil de l'ordre des médecins ont ajouté que ce qu'a fait Péronne, il l'a fait de façon légitime et qu'il était parfaitement dans ses prérogatives. Et oui, même à l'ordre des médecins, qui est pourtant un organisme aujourd'hui très douteux, certains commencent à voir qu'il est dangereux de continuer à maintenir la doctrine covidiste sans à un moment donné prendre le risque à terme, tôt ou tard, petit, moyen, long terme, de devoir répondre devant la justice de ses choix, de ses décisions et de ses propos. Ce monsieur, ce journaliste, débunker, a fait un debunk sur cette situation, sur l'émission d'Hanouna, qui était très, très à charge, sans aucune objectivité. Et ça, malheureusement, des gens comme ça, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, d'autant plus que maintenant, certains réseaux, certains médias sont exposés pour leurs orientations politiques. Surtout, les réseaux médiatiques que vous payez avec vos impôts, qu'on appelle le service public. Ce fameux service public qui aujourd'hui est entre les mains de gens qui pensent être les détenteurs des vérités pour défendre le camp du bien. Au même titre que les NUPES à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui sont en train de remuer la queue à tort et à travers pour aller pondre des lois ou des projets de loi, croyant qu'ils vont se faire voter leurs petits textes. Sauf qu'évidemment, c'est très approximatif, c'est parfois très utopique, à l'image de ce jeune Louis, dont je ne me souviens toujours pas de son nom, de famille, et qui veut absolument présenter un projet de loi sur la déconcentration des médias, etc. Enfin, je crois d'ailleurs qu'il y a un des textes qu'ils ont proposé qui a été très rapidement déjà refusé par l'opposition. Cette NUPES, juste pour la petite parenthèse, je pense qu'à un moment donné, le manque de crédibilité, le manque de raison, le manque de sérieux de ses membres va porter préjudice à un moment donné aux autres partis de la NUPES, c'est-à-dire, je pense, les socialistes et les écologistes, voire les communistes. Et je pense que ces gens-là, à un moment donné, vont dire « Non, c'est bon, là, ça va trop loin. Nous, on ne peut pas suivre. » Sauf que le problème, c'est qu'ils sont un petit peu pieds et poings liés parce qu'ils n'ont plus les moyens d'essayer de voir s'ils peuvent remonter la pente dans leur notoriété, dans leur popularité. Qui, je le rappelle, le résultat des élections présidentielles leur a démontré qu'ils ne représentaient plus rien, ou trop peu, si peu. Fin de parenthèse. Et donc pour revenir à ce G20, soyons donc attentifs, parce que petit à petit, on va commencer à avoir des lois qui vont se mettre en place et qui vont dessiner les contours de ce qui, à un moment donné, amènera beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément, votre
asservissement par les outils numériques, par des lois qui seront pondues suivant les contextes et les situations sociales et économiques. Et finalement, il sera peut-être trop tard à un moment donné de se rendre compte que vous n'aurez plus de liberté. Vous aurez des libertés d'apparat, vous aurez des libertés fantoches. Mais en réalité, selon ce que vous ferez de ces libertés, eh bien, on vous les conservera ou on vous les suspendra. Je rappelle, souvenez-vous ce qui s'est passé pendant la pandémie, même encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la preuve, nous avons des dossiers, nous avons des commissions qui ont fait cracher au laboratoire que le vaccin ne protège pas contre le Covid. Il protège contre une forme grave. Et de fait, il n'y a plus aucune raison de laisser tous les soignants qui ont été suspendus dans le statut dans lequel aujourd'hui on les maintient. Eh bien non. M. Véran et d'autres confirment qu'il est hors de question de réintégrer ces soignants. Sauf que, à la Commission européenne, ou tout le monde au Parlement européen, il y en a un qui a quand même fait un calcul et qui s'est rendu compte que sur l'ensemble des suspendus dans les secteurs de santé, ça a permis aux États en un an de faire près de 5 milliards d'économies. 5 milliards d'euros d'économies. Ce qui interpelle quand on sait qu'en France, l'état de santé du système de santé français est plutôt mauvais. Des hôpitaux qui ferment, des manques de lits, des manques de personnel. C'est bien que l'épidémie de grippe, qui chaque année pousse à un moment donné à un pic, où des gens débarquent dans les urgences, débarquent dans les hôpitaux, et à chaque fois c'est la même histoire. C'est une saturation des services. C'est-à-dire qu'on maintient un service constant, mais pendant des années on a baissé les budgets, réduit les effectifs, réduit les disponibilités. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à un moment donné, nous avons laissé les clés du pays à des financiers. Et ces financiers, eux, ce qu'ils calculent, c'est combien ça coûte. Combien ça coûte de maintenir un service constant, avec un personnel, du matériel, de la maintenance. Quand on sait que sur 12 mois, ce service, eh bien, son potentiel ne servira que peut-être 1 mois, 2 mois. Donc pourquoi dépenser de l'argent sur 12 mois pour un service qui ne sert en réalité dans son potentiel que pendant 2 mois ? Eh bien, c'est exactement le même principe que vous voyez aujourd'hui dans les grandes entreprises. C'est de la gestion d'optimisation. Et dans cette gestion d'optimisation, ça inclut également l'étude, l'analyse de la dématérialisation. Est-ce qu'il y a des métiers aujourd'hui qu'on peut supprimer et remplacer par des machines ? Tenez un exemple. En Chine, vient d'être lancé des systèmes qui font les burgers de façon automatique. C'est-à-dire que les hamburgers ne sont plus faits par des cuisiniers, mais par des machines. Tout comme vous avez sans doute vu, depuis quelques années, ces fameuses machines automatiques qui font les pizzas. Eh oui. Ce ne sont que des petits exemples parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on essaie de trouver des technologies, de performer des technologies pour à un moment donné remplacer l'homme. On est dans cette thématique du remplacement de l'homme par la machine. C'est une thématique qui est séculaire. C'est une thématique qui a fait souvent d'ailleurs les sujets de beaucoup de romans et de films de science-fiction. Le moment où, tout d'un coup, pour le profit, on remplace l'homme par la machine. Parce que la machine, elle n'a pas besoin de repos. Elle n'a pas besoin de manger, elle n'a pas besoin de boire. Elle n'a pas besoin de vacances. Elle ne risque pas de se blesser. Elle ne risque pas d'avoir d'arrêt de maladie. Certes, c'est un investissement lourd, mais un investissement qui peut très rapidement être amorti. Sauf que, tout d'un coup, dans votre tête, si vous suivez mes vidéos, vous savez ce que disait Klaus Schwab dans son livre Covid-19 Great Reset. 83% des métiers dans les secteurs
Et d'ailleurs, dans une des vidéos, je vous avais mis un tableau qui résume à peu près tous les métiers en pourcentage qui peuvent éventuellement, à un moment donné, disparaître. Eh bien, disparaîtront d'ici 2035. Donc, quand vous voyez aujourd'hui des petits bouts d'informations par et là, quand vous entendez, oui, optimisation, dématérialisation, je rappelle, si vous habitez Toulouse, je vous invite à aller dans le nouveau cinéma Pathé. Et vous allez vous rendre compte que désormais, il n'y a plus de contrôle de billets. C'est vous-même qui faites votre contrôle de billets avec votre téléphone. Et vous passez dans un tourniquet. Il n'y a plus de personnel. Tout est en self-service. Alors, le self-service, si aux États-Unis ça fonctionne, parce que l'américain est quand même relativement honnête. C'est peut-être pas le cas forcément en France. Moi, je sais que nous avons fait des expériences, nous avons été parfois laboratoire sur le self-service. Eh bien, je peux vous garantir que quand vous faites à un moment donné l'inventaire, il y a comme des grincements de dents. Mais là encore, la hiérarchie fait en sorte que ce grincement de dents ne remonte jamais aux oreilles des hauts responsables. Parce que ces hauts responsables ont validé un projet et que le directeur qui sert de laboratoire pour se faire mousser va faire la démonstration que l'expérience est concluante, positive. Il va donc volontairement occulter, effacer les aspects négatifs. Et c'est comme d'ailleurs très souvent ce qui arrive. Quand on a des projets, quand on fait des expériences, etc. Vous avez une chance sur deux de tomber sur des gens, des responsables, qui vont gommer les points négatifs pour se faire mousser. Et évidemment, vu que les rapports globaux et finaux des expériences sont relativement positifs, eh bien on globalise, on généralise l'expérience et on met en place les nouvelles procédures. Et puis au bout de quelques mois, eh bien, les hauts responsables tout d'un coup se disent mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant nos expériences étaient positives. On nous a fait des remontées d'informations qui étaient plutôt positives. Alors comment ça se fait qu'on se retrouve dans la merde avec des pertes d'argent aussi importantes? Peut-être parce que les gens à qui vous avez confié l'expérimentation, les gens qui étaient responsables des laboratoires, peut-être que vous n'avez pas choisi les bons, peut-être que vous avez choisi ceux qui vous cirent les pompes, et que peut-être vous ne l'avez pas vu, ou peut-être vous l'avez vu et que justement vous dites au moins celui-là il va servir mon intérêt de glisser une idée à moi et me faire mousser moi-même. Jusqu'au jour où on se rend compte que l'entreprise, elle perd énormément d'argent. Et là, à un moment donné, dans le chaînage, dans la chaîne de décision, il y a quand même quelqu'un de responsable, de mature, qui va dire « Ok, non, stop, on arrête ». Certainement, ce que je viens de vous raconter là, vous l'avez connu. Vous l'avez vécu vous-même. Et donc, dématérialisation, donc ça veut dire disparition de métiers. Si on fait disparaître des métiers, alors certains vous disent « Oui, mais on en crée d'autres ». Oui, sauf que le problème, c'est quand vous faites disparaître, prenons l'exemple des chaînes de construction des véhicules. Il y a 50, 60 ans, on construisait encore des véhicules avec des chaînes, avec des gens, des ouvriers, des mécaniciens, des tôliers, des peintres. En 70 ans, on a fait disparaître tous ces métiers, on a tout automatisé. Et quel emploi on a créé? Eh bien, sur les 50 personnes que vous aviez sur une chaîne, il n'y en a plus que 5. C'est-à-dire que vous avez divisé par 10. Vous avez 5 techniciens, des gens de maintenance, des techniciens, des formés, des qualifiés, pour pouvoir justement combler parfois les petites erreurs, les bugs, les problèmes techniques, l'usure des matériaux, des machines, pour les remplacer. Mais je dirais même que c'est pire. C'est pire dans le sens où, des fois, même l'entreprise se dit pourquoi je vais payer un technicien 35 heures par semaine, quand en réalité il ne me sert que peut-être quelques heures par semaine. Eh bien, je vais vous raconter une petite anecdote. Il se trouve que le cinéma où je travaillais, il y a beaucoup de matériel qui va être jeté. Il va être jeté pourquoi? Parce que il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de calendrier. Et du fait qu'il n'y a pas de calendrier pour la fermeture, il n'y a pas de personnel. C'est-à-dire que pour vider, trier, ranger, transporter, ils n'ont personne.
il comptait sur les employés du site pour rester une semaine de plus. Sauf que sur les 35 membres du personnel que nous étions, nous n'étions que 4 à finalement être là pour la fermeture, être là pour nettoyer, être là pour me réparer et aussi récupérer à l'occasion. Parce que, étant donné que nous perdons nos emplois, étant donné que l'entreprise ferme, on ne va pas se gêner. On se sert dans ce qu'on appelle l'avantage en nature. Sauf que le problème, c'est que les responsables qui sont aujourd'hui sur le site et qui normalement doivent rendre les clés du bâtiment, parce qu'évidemment le bâtiment, ils ne sont pas propriétaires, c'est un bâtiment qui était loué. Ils doivent rendre les clés le 23, c'est-à-dire dans 3 jours. Et bien je peux vous dire que, vu ce qui reste encore dans le cinéma à déblayer, et vu qu'ils n'ont plus de personnel, puisque moi et mes collègues, nous sommes dit, bon, c'est bon, il n'y a plus rien à tirer. Donc, tirer, attention, pas tirer dans le sens voler, dans le sens tirer un profit, tirer un bénéfice, en accord avec, évidemment, les responsables. On lui posait la question, on dit, mais est-ce que vous avez besoin de ça, etc. Est-ce qu'on peut... Ouais, c'est bon, vous pouvez récupérer, vous pouvez prendre ce que vous voulez, etc. Nous n'avons rien volé. Nous avons juste tiré un bénéfice de notre présence, de notre aide à démanteler le cinéma. Mais là, cette semaine, les 3 jours qui restent, je ne sais même pas comment ils vont faire pour déblayer ce qui reste, parce qu'ils n'ont pas de personnel. Ils n'ont personne. Ils sont dans la merde. Eh bien, ça, c'est ce que vous retrouvez partout. C'est-à-dire que, par exemple, là où, pour garder de la qualité, pour garder de la fonctionnalité, pour garder de la productivité, vous avez nécessairement besoin de gens qui ont les compétences. Or, parfois, certains métiers, certains secteurs, cette compétence, vous n'en avez pas besoin de façon constante. Raison pour laquelle, pour certains aspects, pour certaines configurations, on fait appel à ce qu'on appelle des prestataires. Des prestataires qui viennent ponctuellement apporter leurs compétences, apporter leur savoir-faire pour résoudre, maintenir, réparer, entretenir un matériel de façon régulière. Sauf que il arrive très souvent que la société perde de l'argent en finalité. Pourquoi ? Parce que à un instant T, il y a un problème. Il y a 20 ans, ce problème, il était résolu rapidement. Pourquoi ? Parce que l'entreprise avait la compétence. La compétence constante. Elle avait un coût, mais au moins, au moindre pépin, au moindre problème, cette compétence apportait une solution rapide et permettait de continuer un cycle de productivité. Aujourd'hui, ce cycle de productivité, eh bien, il peut s'arrêter. Il peut s'arrêter pendant quelques heures, plusieurs jours. Pourquoi ? Parce que le prestataire, qui lui, il y a encore 2-3 ans, pouvait trouver quelqu'un pour intervenir rapidement, eh bien, lui aussi fait des économies. Lui aussi, il y a 5-6 ans, il avait 15 gars sur un secteur. Aujourd'hui, il n'en a plus que 4. Je vous l'avais raconté. Ce monsieur d'entretien qui m'expliquait que, en l'espace de quelques mois, il est passé d'intervenant sur les 2 Carolines, Caroline du Sud et Caroline du Nord, que sa société a été rachetée par un groupe et que ce groupe a décidé, pour restructuration de l'entreprise, d'élargir le nombre d'états de chaque technicien. Et si bien que lui se retrouve désormais à opérer sur 5 états. C'est-à-dire Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, Virginie et Floride. Donc vous imaginez bien que le technicien, s'il intervient en Floride et que tout d'un coup, en Virginie, on a besoin de lui pour faire un entretien, une maintenance, un truc comme ça, mais il a quand même presque une journée de route à faire. Alors qu'avant, en étant uniquement sur les 2 Carolines, en une journée, il pouvait faire 2-3 interventions sans problème. Déliquescence, perte de productivité. Alors si ces fonctionnements, financièrement parlant,
sur un budget, ça passait. C'était une perte négligeable. Sauf que la perte négligeable, à un moment donné, on l'a mis un petit peu sous le tapis, et ceux qui sont en haut se sont dit, ah bah ça fonctionne très bien comme ça. Est-ce qu'on peut encore réduire les coûts? Est-ce qu'on peut encore réduire les budgets? Bien sûr, mon cher président, pas de problème. Sauf que, malheureusement, aujourd'hui, vous avez beaucoup de secteurs qui sont sujets à des dysfonctionnements majeurs. Des dysfonctionnements qui coûtent de plus en plus d'argent, et je dirais même des dysfonctionnements qui, à un moment donné, pourraient ou peuvent nuire à l'activité même de l'entreprise. Et peut-être provoquer, à terme, ses pertes financières, de la dette et sa fermeture. Eh bien, le cinéma où je travaillais, c'est exactement ce qui lui est arrivé. C'est qu'à force de réduire les budgets, à force de chercher le moindre centime, le moindre dollar, eh bien, on en a complètement oublié l'essentiel, la qualité. Lorsque j'ai commencé à travailler dans ce cinéma, la place de cinéma à temps plein tarif était à 7 $. Et puis à un moment donné, où quand Regal a commencé à faire la restructuration, ils se sont dit, non, on met le tarif au même tarif que les autres cinémas. Sauf que les salles qu'on avait, c'était pas des salles qui offraient un spectacle véritablement au top du top. Loin de là. Sauf que malheureusement, il y a quand même des clients qui à un moment donné se sont rendus compte que la qualité, eh bien on avait énormément perdu. Énormément perdu sur le service, pas assez de personnel, pas assez de serveurs. Qualité sur la présentation des produits. Si avant nous avions des plats suffisamment conséquents pour pouvoir y mettre les contenus à l'image du prix qu'on faisait payer, eh bien, le jour de demain, on se retrouvait avec des petites barquettes, où d'ailleurs on n'avait même pas la place pour pouvoir mettre à la fois soit les burgers, les nuggets ou les pilons de poulet avec les frites. On n'avait pas la place. Donc on est obligé d'utiliser 2 barquettes. Enfin, puis à la présentation, c'était nul. C'était pas au niveau du prix qu'on faisait payer le client. Donc très rapidement, et ça a commencé, je dirais, peu de temps après la pandémie. Déjà avant la pandémie, on commençait déjà à avoir une nette chute de fréquentation à cause du prix. C'est-à-dire que le prix, il avait augmenté. Donc forcément, on a eu beaucoup moins de gens, beaucoup moins de public, beaucoup moins de fréquentation. Et donc par conséquent, beaucoup moins de chiffre d'affaires. Et je pense que le chiffre d'affaires a été un gros problème, ce qui a poussé certainement le cinéma à être définitivement fermé. Cette expérience, eh bien, il n'y a pas de recette miracle. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans un grand nombre d'entreprises. C'est-à-dire qu'en plus, les coûts d'énergie, les problèmes structurels, les problèmes logistiques, les problèmes de trouver les savoir-faire, les compétences, les connaissances, eh bien, peuvent, en l'espace de quelques mois, ruiner une activité d'entreprise. Eh bien, ce que je vais vous dire là maintenant va peut-être vous étonner, mais c'est fait exprès. Même quand on pense, pendant la pandémie, pendant les restrictions, pendant le confinement, à tous ces commerces de centre-ville, ces bars, ces restaurants, ces boîtes de nuit. J'ai toujours dit, mais en réalité, c'est un processus de purge. Pourquoi ? Parce qu'en tuant les indépendants, eh bien, à un moment donné, on crée un désert commercial dans certains quartiers, dans certaines villes, dans certains villages. Et là, vous avez les gros groupes qui s'implantent. Vous voulez une preuve ? Regardez votre épicerie arabe. Vous en connaissez une certainement, quelque part. Souvenez-vous, cette fameuse épicerie qui était parfois ouverte même tard la nuit, qui rendait bien service. Eh bien, à partir des années 2010-2011, qu'est-ce qu'on a vu ? On a commencé à voir les gros groupes de grande distribution créer des petites filiales ou des sociétés pour franchiser ces fameuses épiceries arabes. Sauf que le problème, c'est que les épiceries arabes, parfois, elles travaillent avec des collectifs locaux pour pouvoir acheter en gros. Même en achetant en gros, ils pratiquaient parfois des prix qui étaient légèrement plus chers que si vous alliez acheter vos produits en grande distribution. Mais
payer plus cher un produit quand vous avez cette proximité, c'est un bon deal. Sauf que le deal, à un moment donné, il a disparu. Il a disparu pourquoi? Parce que ces épiceries arabes qui se sont fait, ces épiceries, enfin je dis épiceries arabes, ce n'est pas un terme péjoratif, c'est juste que ça a été pendant un temps une activité pour des personnes d'origine du Maghreb de pouvoir avoir un propre commerce à eux, etc. Et force est de constater qu'ils avaient au moins cette qualité, c'est qu'ils parfois ils avaient cette activité qui permettait, quand vous faites votre repas et puis que vous vous rendez compte que vous n'avez pas, surtout pour les grandes villes, vous saviez que vous aviez une épicerie à 9h30 du soir qui était encore ouverte et vous pouviez trouver ce que vous aviez besoin. Donc mon propos du terme épicerie arabe n'est pas du tout péjoratif, au contraire. Je pense que ça fait partie dans l'intérêt, dans le positif de l'activité commerciale dans certains centres-villes. Donc ça c'est une petite précision. Mais je pourrais dire les épiceries ouvertes tard le soir aussi. Même je pourrais dire épicerie turque. Il y a aussi des Turcs qui se sont mis sur ce créneau. Mais bref, le problème c'est qu'ils se sont fait franchiser. Ils se sont fait franchiser, sauf qu'on leur a imposé des produits. Et moi je me souviens, celui que j'avais en bas de chez moi quand j'habitais à Rouen, il était dépité parce qu'à un moment donné, on lui imposait de prendre des produits qu'il savait qu'il ne vendrait jamais. Sauf que le problème c'est que les produits qu'on l'obligeait à avoir, c'est de la trésorerie qui part en fumée. C'est des produits à terme qu'il est obligé de renvoyer comment on appelle ça, au distributeur, au principal distributeur, à centrale, voilà, chercher la centrale d'achat. Sauf qu'il leur a acheté beaucoup moins cher que le prix qu'ils avaient acheté. Donc c'est pour cette raison qu'à bout d'un moment, vous avez certaines épiceries qui ont fini par disparaître. Parce que la grande distribution a fait en sorte de les tuer, de les éliminer. Et comme par hasard, qu'est-ce que vous avez vu apparaître? Eh bien, vous avez vu apparaître ce qu'on appelle des Carrefour City, c'est-à-dire des petites supérettes labellisées Carrefour, Intermarché. Leclerc, je crois qu'ils ne sont pas trop lancés sur la question. C'est exactement ce qu'ils ont l'intention de faire avec les petits commerces indépendants. La restauration, le prêt-à-porter, les chaussures, voire même des prestations de réparation, etc. Tout ça, ça va devenir du franchisé. Et vous allez voir en France ce que nous voyons ici aux États-Unis. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où vous allez, quel que soit le centre commercial où vous allez, vous retrouvez exactement les mêmes marques, les mêmes enseignes. Il n'y a quasiment plus d'enseignes indépendantes. Ce sont des enseignes franchisées. Et je peux vous dire que des centres commerciaux aux États-Unis, rien que chez moi, il y en a, mais alors, il y en a à foison. Sauf que le problème, c'est que vous faites 2-3 kilomètres, vous avez un Walmart, vous avez un Food Lion, vous avez un Dollar Tree, vous avez un Dollar Général. Vous refaites 5 km, hop, encore un Dollar Général, hop, un petit market Walmart, un Target. Tous les centres commerciaux que vous allez aux États-Unis, vous allez trouver les mêmes enseignes. Vous trouverez peut-être quelques petites boutiques indépendantes encore dans certains centres-villes ou proches des centres-villes. Mais ces petits commerces aujourd'hui, on se demande comment ils font pour vivre. Et bien malheureusement, c'est ça, c'est la mondialisation. C'est que aujourd'hui, les grands empires, les grandes marques, les grands réseaux de distribution, ils ont besoin de se développer. Ils ont besoin de toujours plus de chiffre d'affaires. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont tellement implantés partout qu'ils ont saturé leur propre secteur. Donc la façon la plus évidente de perpétuer le chiffre d'affaires, c'est tout simplement d'éliminer la concurrence. Et d'éliminer la concurrence, c'est votre petit restaurant italien, africain, libanais, provençal, etc., que vous aviez dans votre petite ville, vont se faire remplacer par des chaînes de restaurants, des Buffalo Grill, des McDonald's,
J'ai vu en France arriver Five Guys. Bientôt vous verrez arriver d'autres grandes enseignes américaines. Regardez aujourd'hui combien de générations vont prendre leur café, dans un bar café. Non, ils vont le chercher chez Starbucks. Pourquoi tu veux payer plus cher ton café chez Starbucks quand tu peux avoir le même café dans un bar? Et au moins dans un climat convivial. Mais non, Starbucks. Parce que c'est Starbucks. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la société de consommation. On a développé une société de consommation avec tous ces gens qui ne voient leur mode de consommation que par certains labels, que par certaines marques. Eh bien, les marques, elles, ils le savent. Ils le savent qu'ils vont aujourd'hui devoir profiter de ces générations qui ne voient leur consommation ou leur modèle de consommation que par leur propre marque, leur propre label. Eh bien, ces gens-là, contribueront à la mort du commerce indépendant. Alors attention, je ne dis pas que ça va être ça partout. Il y aura encore des petites villes, des petits villages où vous serez chanceux d'avoir encore vos commerces de proximité. Je dirais même que vous allez avoir dans quelques années le bénéfice de voir des gens qui vont quitter les grandes villes avec leurs compétences et leurs connaissances et s'installer dans les campagnes. Et on verra tout d'un coup redévelopper des modèles économiques de proximité, de qualité et surtout de vente directe. Et non pas en passant par des intermédiaires qui, au final, chacun prend sa commission. Et pour un produit qu'un producteur, qu'un fabricant, qu'un artisan pourrait vous vendre 1 €, eh bien vous allez l'acheter dans un supermarché à 5 €. Parce que le grand distributeur, lui, après avoir acheté par des centrales d'achat, des intermédiaires, etc., lui va doubler le prix de l'achat qu'il a fait. Et je vais terminer sur ce petit exemple qui est assez amusant. Nous avons aux États-Unis ce que vous pouvez connaître en France par ce qu'on appelle les magasins discount. Les magasins discount, c'est souvent des labels tels que Dollar General, Dollar Tree, il y en a un troisième, je ne me souviens plus lequel. C'est souvent des magasins qui offrent une multitude de gammes de produits, qui vont à la fois des cosmétiques, des jouets, des cartes postales, des bouquins, enfin très peu de bouquins, mais même des fringues et de la nourriture. Et la nourriture qu'on trouve dans ces magasins-là, c'est quasiment les mêmes marques qu'on trouve dans les supermarchés. Et ce qui est amusant, c'est qu'en effet, ces magasins sont pris d'assaut par souvent des gens qui n'ont pas les moyens, qui sont pauvres, qui sont dans la précarité. Pourquoi ? Parce que, comme leur enseigne l'indique, ce sont souvent des produits qui avoisinent les 1 $, 1 $, 2 $, 5 $. Et il n'est pas rare de voir des femmes qui vont acheter parfois leurs cosmétiques dans ces magasins parce qu'ils disent c'est pas cher. Et ils vont acheter par exemple des crayons pour les cils. Ils vont acheter ça, les 5 crayons pour 1 $. Le problème, c'est que s'ils avaient été chez Walmart, qui est la grande société de distribution aux États-Unis, ils se seraient rendus compte que ce même produit, il est à 85 centimes. Alors, inversement, en effet, dans les grands réseaux de distribution, vous avez des produits que vous allez payer 4-5 $ et que chez les Dollar Tree, etc., vous allez les trouver moins chers. Mais en réalité, le système américain a réussi à forger, à construire une société de consommation qui ne fait plus attention et qui ne compare plus les prix. C'est-à-dire qu'il ne se pose même plus la question de se dire où est-ce que je peux trouver mes produits les moins chers. Les mêmes produits, de même qualité. C'est-à-dire que le concept même du discount réussit à faire accepter d'acheter des produits, alors qui, certes, en effet, parfois certains d'entre eux sont beaucoup moins chers que dans les grands réseaux de distribution, mais d'autres produits qui, eux, par contre, vous avez l'impression de faire des économies en l'achetant à $, alors qu'en réalité, dans les grands réseaux de distribution, vous pouvez les trouver beaucoup moins chers. Mais comme vous n'êtes plus capable, à un moment donné, de chercher, de comparer,
eh bien vous achetez en réalité plus cher un produit dans les sociétés discount que dans les grands réseaux de distribution. Eh ouais. Eh bien c'est ce qui va arriver en France, si ce n'est pas déjà le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des tas de gens qui sont convaincus que d'aller dans des enseignes discount, eh bien ils paieront le produit moins cher. Alors qu'en réalité, sur certains produits, s'ils savaient faire la comparaison, s'ils savaient regarder, s'ils savaient chercher, ils se rendraient compte qu'ailleurs, eh bien, ils paieraient beaucoup moins cher, parce que les grands réseaux de distribution, eux, ont des capacités d'acheter les produits beaucoup plus en masse que les réseaux discount. Et de fait, nous réussissons à forger un système de consommation parallèle sur une base d'idées du discount, du moins cher, alors qu'en réalité, sur certains produits, les gens payent plus cher. Et ouais, c'est l'amoindrissement. Et ça rejoint ce que je vous disais dans une précédente vidéo sur la déliquescence, sur la destruction de l'État-nation, c'est que cette destruction de l'État-nation va reposer sur ces gens. Va reposer sur ces gens qui n'ont plus la capacité du libre arbitre, qui n'ont plus la capacité de réfléchir, et qui prennent comme argent comptant ce qu'on leur dit de penser, ce qu'on leur dit de dire. Force est de constater que nous nous préparons des jours sombres, très sombres. Parce que ce sera des luttes, mais pas seulement des luttes contre le pouvoir, des luttes contre des oligarques, des luttes contre des riches d'ailleurs qui sont actuellement visés par ce même Louis, dont j'ai toujours pas en tête le nom de famille, qui veut attaquer les riches, qui veut punir les riches, qui veut jouer la carte de la redistribution des richesses. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est quand même grave que ces jeunes, que des gens comme lui soient députés, parce que déjà, on se rend compte qu'ils ont une incompétence économique crasse, mais que c'est député. Que ce député est capable de faire perdre du temps et claquer de l'argent pour pondre des projets de loi dont on sait pertinemment qu'ils ne seront jamais votés. Mais c'est la démocratie. C'est la démocratie de dépenser de l'argent parce que derrière vous avez des assistants, derrière vous avez des juristes, derrière vous avez des administratifs. Vous avez des tas de gens qui vont pondre ce texte de loi qui va être présenté et qui finalement, on le sait déjà, que cette loi va être rejetée. Mais c'est vous qui payez. Donc à la rigueur, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? C'est comme Caron qui veut poser sa loi pour interdire la corrida. C'est exactement pareil. C'est votre argent qui va servir à Caron pour faire cette proposition de loi, dont on sait que de toute façon, elle va être rejetée. Parce que derrière, vous avez des politiciens qui, dans la région du Sud, plus particulièrement dans les régions de Pays Basque, etc., où ça fait partie des traditions, ça fait partie de la culture. Alors évidemment, après, la condition animale, etc., c'est un débat. Mais culturellement, ça fait quand même tourner certains pans économiques. Si vous avez des villes comme Nîmes, Arles, Bayonne, demain vous leur dites c'est terminé vos férias, terminé. Vous croyez que tous les commerces qui font peut-être 20, 30, 40 ou 50% de leur chiffre d'affaires pendant ces périodes, ils vont être contents? Ah bah oui, mais bon, c'est la cause animale. Oui, sauf que la cause animale, elle va sacrifier des pans économiques entiers. J'ai envie de dire, le problème, il est toujours là, c'est le dilemme. Ce fameux dilemme. Savoir faire le poids entre le bénéfice et le risque. Savoir faire le poids entre l'avantage et l'inconvénient. C'est du débat. Sauf que force est de constater qu'avec les NUPES, il n'y a pas de débat. Il ne peut pas y avoir de débat. Ils sont catégoriques, fermes, oserais-je dire totalitaires. Mais ça, de toute façon, on y reviendra. Parce que comme je vous le dis dans cette vidéo, les choses vont s'accélérer. Les choses vont, à un moment donné, se mettre à jour sous vos yeux. Et que parce que vous aurez les données, parce que vous aurez la connaissance, parce que vous saurez faire des liens, et bien tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que, finalement, ce que je vous disais dans cette chaîne vidéo,
eh bien, commencent à prendre forme, commencent à devenir concrets. On en reparle, et d'ici là, portez-vous bien.